ça, connaît ce qu'il commande. Franchement, des fois on ne trouve pas. Des fois on ne trouve pas une solution parce que plusieurs fois, même des entreprises, des fois commandent et ils ne répondent pas au téléphone. Donc on peut tomber dans des cas, voilà, ça dépend. Des fois, même des entreprises, de grandes entreprises ici, une fois que le livreur il hack, on n'a pas tardé au bout de 40-45 minutes, ils disent non, ou ils ne répondent pas au téléphone ou ils ne prennent pas carrément la commande. Mais si, voilà, il y a d'autres... ça représente quoi en termes de pourcentage? Vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres pays africains. Vraiment pas beaucoup. Alors une multinationale où j'étais avant avait beaucoup de mal à penser de venir en Algérie à cause de ça. Elle avait dans la tête le côté moqueur des Algériens, les Algériens pas sérieux. Une fois que cette multinationale s'est installée ici en Algérie, elle a vu que c'est tout à fait contraire par rapport à des pays voisins ou des pays africains aussi. Elle a vu qu'il y a moins de commandes retour. Donc elle a compris que c'est important en Algérie, où après elle a beaucoup investi ici. Par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou même le Nigeria, qui est le plus grand pays de cette entreprise, une grande multinationale ici en Algérie. Le Nigeria c'est le plus grand pays de cette multinationale et il y a énormément de retours par rapport à l'Algérie qui est vraiment très très minime. Même le Maroc où cette entreprise est installée depuis 7 ans, elle a plus de retours qu'ici en Algérie. Voilà. Donc ça va par rapport à ça. J'aimerais bien intervenir par rapport à l'aspect retour et à l'aspect des barrières. En fait, avec le temps, on fait plus du profiling actuellement. C'est-à-dire on essaie de cerner le profil du client. Après, ça veut dire quand on reçoit une commande, des fois ça se voit que c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Après, il suffit d'un coup de téléphone et après, c'est du profiling en fait. Tout simplement, c'est vraiment avec l'expérience que vous gagnez, vous commencez à les reconnaître. Voilà, on va pas dire, comme il a dit, c'est un risque. À chaque fois que tu as un nouveau client, c'est un risque. Et après, le risque, on peut le maîtriser quelque part, mais ça reste difficile. Après, quand tu travailles au bout d'une année, tu fais tes statistiques, tu sais que tu as un taux de retour. La tendance mondiale du taux de retour, elle est de 10%. Donc, tu vas prendre ces 10%, tu vas les inclure dans tes charges, puisque c'est des pertes sèches à chaque fois que tu as des retours, tu as des coûts logistiques, tu as des coûts de personnel, tout. Parce qu'en fait, quand on a un retour, c'est tout qui est remis en cause. Donc, tu as le ads, la publicité pour ramener ton client, après tu as ton service client qui rentre en jeu, après tu as le service qui s'occupe de l'emballage, tu as tous les frais qui ont rapport avec l'emballage, après tu as la logistique, c'est-à-dire la livraison. Tout ça, c'est remis en cause, donc c'est une perte sèche. Donc tu prends ces 10% de taux de retour, qui est la tendance mondiale, et tu les inclus. Tu dis, voilà, moi je sais que si je fais du cash en delivery, j'aurai 10% de taux de retour. Ça, c'est le minimum. Après, comment faire pour rester dans les 10%? C'est aussi, c'est-à-dire il faut bien maîtriser sa logistique. Parce que des fois, c'est des achats impulsifs. Et en plus de ça, c'est que les personnes ne payent pas à l'avance. Donc là, maintenant, il faut maîtriser sa logistique, être rapide dans sa logistique. Parce que si tu loupes le moment, la personne, elle se désintéresse et là, tu as un retour qui est assuré. Donc, il y a aussi l'aspect logistique. On va revenir dans le cas du food. Si la personne, au bout d'une heure, elle n'est pas livrée, elle va sortir dans le train, elle va s'acheter quelque chose à côté. C'est ça. Allez. Après, après, les clients qui passent via l'application, il y a un moyen pour les traquer un peu plus. Voilà, on a un moyen, c'est le code OTP. Ceux qui connaissent le code OTP. Le code OTP, c'est quoi? C'est quand le client s'enregistre sur l'application pour confirmer que ce n'est pas un robot ou c'est pas... Voilà, l'application envoie un SMS vers ce client pour confirmer le code et automatiquement l'application reconnaît ce code et nous envoie un message pour dire que c'est un vrai client. D'accord. On a d'autres techniques aussi, même si le client ne répond pas au téléphone, on peut savoir où il est exactement. Mais bon, on ne préfère pas utiliser ça parce qu'il nous faut des accords. Il nous faut des protection de données. Protection de données, tout ça. Bon, on est, le client, une fois qu'il s'est enregistré, bon, il y a des confidentialités, politiques de confidentialité. Elle est sur l'application. On peut le faire, mais on préfère ne pas le faire. Voilà, genre on ne va pas aller jusqu'à traîner en justice parce que pour une pizza ou pour un plat. Voilà. Mais on peut traquer le client même s'il est à son téléphone. Voilà, ou même s'il se déplace. Pardon? Sur l'application. Le client sur l'application, voilà. Même s'il n'a pas l'internet, même s'il n'a pas la 3G, on peut le traquer. Ah, carrément. Oui, carrément. Pendant un laps de temps, pendant 15 minutes. D'accord. Voilà. Sinon, c'est flippant. C'est pas des outils qui mettent un droit de signal ou là, c'est des outils push, des notifications. Non, c'est pas une question de push. En fait, l'application, quand elle est en arrière-plan, j'explique un peu. Oui. Quand elle est en arrière-plan,
nous on envoie un signal vers cette application, vers ce numéro-là, et elle commence à lancer un signal vers les réseaux, voilà, téléphone, Ooredoo, Jizzy, Mobilis, tout ça, et elle nous dit où il est pendant une petite période, je dis bien entre 7-15 minutes maximum. Donc on ne le fait pas, on le fait plus avec les livreurs qu'avec le client, parce que le client ça veut dire on est en train de... Mais bon, pardon. Ce type d'outil, est-ce que c'est développé ou là c'est... Non. Ce qui est Matter One Signal, par exemple, les notifications push, ils permettent d'avoir ce type de données. Est-ce que ça utilise la même technologie. Ou là d'une autre manière, si c'est une autre manière ou sinon il est là. Sauf la push, elle est dédiée pour une personne, là pour tout le monde. D'accord? Mais non, c'est un autre système. Voilà, c'est un autre système qui est payant bien sûr. On a ce système, mais on ne va pas l'utiliser. C'est juste parce qu'il fait partie du... C'est ça. Donc, l'autre question qui revient souvent par rapport au e-commerce, c'est la partie technique, justement. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir les deux personnes qui sont techniques toutes les deux. Donc, je veux me lancer dans l'e-commerce, sur quelle plateforme je dois aller? C'est une question qu'on s'est posée justement longtemps. Chinois. Donc, de ma connaissance, vous avez 3 possibilités. Donc, vous pouvez développer à zéro votre solution. Voilà, from scratch. Bon courage. Vous pouvez aller sur des CMS qui existent, donc aller sur du PrestaShop, sur du Magento, sur du WordPress avec WooCommerce, etc. Vous pouvez aller aussi sur des solutions qui sont un peu plus propriétaires, qui m'a justement avec... comment il s'appelle déjà la boîte Shopify. Non, par exemple, c'est le troisième truc justement. Ça, Shopify, vous avez un builder qui est prêt, il n'y a rien à faire. Jungleworks, voilà. Jungleworks, ils offrent une solution justement pour développer, pour avoir directement la partie logistique et technique prête. Et vous avez justement ensuite des Shopify qui sont des sites qui existent et vous avez juste à remplir les informations et c'est bon, vous êtes prêt à rouler. Donc, sur ce genre de projet justement, là on a justement 2 approches différentes que vous avez pris tous les deux. Et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients. Pourquoi vous avez décidé d'aller sur ce type de plateforme. D'accord. Donc, il y a 4 ans, quand on s'est lancé dans le e-commerce, on n'avait pas de développeurs avec nous. Donc, on avait des connaissances techniques. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute un développeur et on va from scratch? Ou on fait rapide, on prend un CMS et après on l'adapte? Donc, pour quelqu'un qui commence et qui n'a pas beaucoup de notions et qui ne veut pas trop se casser la tête, donc la solution la plus simple, c'est d'aller vers un CMS. Et après ce CMS, l'arranger, le développer. Et comme habituellement c'est des open source, donc vous pouvez faire ce que vous voulez pratiquement. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris une solution qui est PrestaShop, mais cette solution PrestaShop, après on l'a développée avec des add-ons made, ça veut dire homemade, on les a fait nous-mêmes. Et en parallèle à ça, on a développé notre ERP nous-mêmes, qui nous aide à gérer en fait l'entreprise en totalité. Mais quand vous êtes nouveau et vous voulez lancer un site de e-commerce, parce que le site d'e-commerce il prend, c'est-à-dire que vous pouvez louper certains aspects si vous allez commencer from scratch. Si vous connaissez rien au e-commerce et vous voulez lancer dans le e-commerce et commencer de zéro, c'est vraiment, c'est-à-dire je dirais que c'est une aventure en fait. Il n'y a pas de méthode miracle en fait. Il n'y a pas de... Ça veut dire, est-ce qu'en 6 mois, parce que tu m'as dit en 6 mois vous avez réussi à faire une marketplace, mais est-ce qu'elle prend en considération tous les aspects? Est-ce que vous avez fait les tests? Est-ce que vous avez 1000 marchands avec vous? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc avec le temps, il y aura d'autres besoins qui vont arriver, mais on va parler dans l'immédiat. Je suis jeune, je suis start-upper, je veux me lancer dans un marché de niche. Je veux me lancer par exemple dans les mangas. Je sais pas, dans un autre domaine. J'ai envie de me lancer dans les figurines par exemple. Je veux vendre des figurines. J'ai pas de développeur avec moi, je suis seul. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'arrête là et je me dis non, je ne travaille pas, j'avance pas? Non, je peux me lancer dans le e-commerce. Je vais prendre une solution Shopify par exemple. Voilà, je vais payer des fees chaque mois à cette plateforme et je vais commencer à travailler dans le e-commerce. Avec le temps, je vais évoluer, je vais prendre un développeur peut-être. Je vais aller voir une boîte de développement et je vais développer quelque chose from scratch. C'est possible. Mais après, il y a des risques. À chaque fois, il y a des risques. Donc, c'est des choix qu'il faut faire. Même le CMS, il y a des développeurs en Amérique qui ne maîtrisent pas le développement de plugins. Il y a de très bons développeurs qui travaillent à l'export. Donc voilà, ça veut dire il y a
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas se fixer des barrières. Quand on cherche, on trouve, au fur et à mesure qu'on avance justement dans ce genre de projet, on découvre des problèmes, on rencontre des problèmes, on cherche les solutions et ensuite on commence à découvrir les talents. D'ailleurs, comme dans notre boîte, on cherche des développeurs tout le temps. Et on a trouvé justement, les premiers temps, j'avais beaucoup de mal à trouver un bon développeur qui puisse maîtriser les CMS les plus basiques, genre WordPress. Aujourd'hui, j'ai des développeurs qui peuvent développer n'importe quoi. Donc effectivement, plus ça va, plus votre réputation se monte, plus les développeurs vont venir vous chercher eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Vous ne pouvez pas, dès le début, avoir tout clé en main. Sinon, voilà, tout le monde pourrait le faire. Donc, et là, on a l'autre approche aussi, donc aller sur des plateformes qui sont justement comme vous avez fait. En fait, nous, donc Rendez-vous déjà existe depuis presque 4 ans et demi maintenant, donc, mais est devenue start-up depuis quelques mois seulement. Donc, et cette start-up, donc, elle a acheté donc, une application, elle a acheté une plateforme, tout ça. Et donc, moi, je m'occupe du côté technique, donc développer, arranger, c'est toute une logistique derrière. C'est beaucoup de plateformes qu'il y a derrière tout ça pour arriver à un résultat de commande. Voilà. Donc, on a acheté ça avec des packs et tout ça. Et l'entreprise avec qui on travaille, elle nous donne une liberté de changer l'application comme on veut, de l'adapter comme on veut, les couleurs, le logo, la charte aussi de l'entreprise, tout ça. Voilà, donc le front face, exactement. Donc on le gère nous-mêmes. C'est pas facile aussi, c'est très difficile, il faut pas que... Il y a beaucoup de mains aussi, parce que quelqu'un nous fait les mains, une simple erreur, des fois tu sais pas où il a touché l'autre, et où il oublie, donc tu es obligé de si tu cherches tu l'as fait, tu ne la trouves pas des fois. Donc généralement quand on développe une application, enfin à mon avis, moi je vous dis, surtout Hagda quand c'est petit et tout ça, de préférence une seule main ou 2 mains maximum, mais nous juste à côté. Sinon des fois on a reçu beaucoup de bugs parce qu'il y a eu beaucoup de mains qui ont touché ça. Voilà. Et jusqu'à maintenant on ne trouve pas les solutions parce que voilà. Il faut avoir un architecte système. C'est ça, il n'y avait pas un chorégraphe, un chef d'orchestre qui gérait tout. Une solution algérienne ou la... Pardon? La solution, c'est une solution algérienne ou pas? Est-ce que elle est fournie par un fournisseur algérien ou la... Non, c'est pas un fournisseur algérien. Voilà. Enfin, il y a un fournisseur algérien qui représente. Voilà, qui voilà. représente, voilà. Mais voilà. Au début, on allait la développer ici, mais ça allait coûter énormément d'argent. Donc on a préféré acheter directement un représentant d'une entreprise ici en Algérie. Elle est excellente, elle est très fluide, elle me permet de travailler très rapidement, elle ne bug pas, c'est très très rapide, surtout quand elle ne bug pas, quand elle répond rapidement, quand il y a les outils qu'on cherche juste à côté, voilà, si j'ai envie de faire ça bleu, bleu, je ne vais pas faire écrire 10 000 lettres pour faire bleu, voilà, comme il y avait avant. J'aimerais revenir à la solution de Marketplace. Donc, vous l'avez développé en 6 mois, 7 mois, d'accord. On va prendre d'autres CMS, parce qu'en finalité, la solution que vous allez proposer, c'est du CMS, mais avec du support derrière. Enfin, c'est une solution de marketplace. Je peux rentrer dans un back-office et gérer mon contenu. Voilà, c'est ça un CMS. C'est un CMS. Mais c'est votre CMS par contre, c'est vous qui l'avez développé. Voilà, vous l'avez développé. Quand on prend un CMS, par exemple, comme Magento ou PrestaShop, combien ils ont d'années de développement? Combien de personnes ont été... et la communauté qui est derrière. Combien de personnes utilisent? Combien de bugs sont réglés à la minute où on parle? Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui commence, aller sur une solution comme PrestaShop ou Magento, etc., ça règle 90% des problèmes. Voilà, exactement. Parce que il y a déjà 90% des problèmes qui ont été réglés auparavant. Et il y a beaucoup d'aspects que... il faut un retour d'information pour les développer. C'est-à-dire que dans l'aspect, je ne sais pas, dans le système de commande, dans le système de ticketing, le système, etc., tant que tu n'as pas un retour d'information de quelqu'un qui utilise l'application ou un retour d'information que l'utilisateur final utilise, comment tu vas savoir que ta solution elle est fiable? Tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas de gros bêta-tests ou de gros bêta-testeurs, etc. C'est pour ça que des solutions comme PrestaShop sont continuelles évolution, etc. Et jusqu'à présent, tu rentres sur leur suivi des bugs. Et tu vas voir que tous les jours, il y a des bugs qui sont réglés. Pourtant, ils ont 15 ans de métier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, oui, votre solution, elle peut être fiable, elle peut fonctionner, je suis d'accord, mais
est-ce qu'elle a été testée par 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 2 millions de sites web? C'est ça le... Ça, c'est un problème de SGPT, ça n'a rien à voir avec la plateforme. Si on maîtrise la technologie, si on... Oui, on peut maîtriser la technologie, je ne suis pas contre, ce n'est pas l'aspect développement qui est remis en question, c'est l'aspect fonctionnalité là. C'est les fonctionnalités, est-ce qu'elles sont fluides, est-ce qu'elles... un retour d'expérience sur le terrain. C'est ça. Voilà, il faut un gros Pardon, retour d'expérience. Oui. C'est pour le hasma. Oui. Un commerce, un business de e-commerce. Est-ce que la partie logistique, elle est primordiale ou là, comment dire? Est-ce que ce qui est plus important, est-ce que logistique... Exactement, logistique ou la plateforme où on présente des produits? C'est équivalent. En fait, c'est un tout. C'est justement ça. C'est sur plusieurs, en fait, on travaille sur plusieurs fronts directement. En fait, donc il y a l'aspect logistique. Voilà, vas-y, pardon. L'aspect logistique qui est très important parce que c'est ça le business en fait du e-commerce, c'est l'aspect logistique. Mais si tu as l'aspect logistique et tu n'as pas la plateforme qui répond, c'est pas bon. Après, si tu as la plateforme qui répond à l'aspect logistique et derrière tu n'as pas de produit, c'est pas bon. Donc c'est un tout. Tu peux pas prendre un... Pardon? C'est ça. Trafic, c'est un... Voilà, si tu travailles pas ton SEO, si tu fais pas des ads, si tu fais pas ça, tu vas pas avoir de clients. Les clients ils vont pas rentrer sur ta plateforme, ils vont pas choisir de produits. Si ta plateforme, ils sont sur la plateforme, ils n'arrivent pas à faire leurs commandes, c'est pas fluide, il y a pas... Donc dans ce cas-là, ton aspect logistique il va pas travailler, donc c'est un tout. Donc c'est un travail de coordination continue. Exactement. Voilà, exactement. En fait, sur l'e-commerce, il y a 4 piliers principaux. Le premier, c'est la logistique, parce que si tu n'arrives pas à livrer, c'est fini. C'est tout qui est remis Voilà. en question en fait. Tu as la partie technique, donc qui est la plateforme que tu utilises, qui est le site, application, etc. Donc c'est l'interface avec les internautes qui sont tes clients. Donc si tu n'arrives pas à avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui est fluide, qui est facile à utiliser et compréhensif par les utilisateurs. Troisième aspect, c'est la partie sourcing, donc trouver les fournisseurs, donc les restaurants, les fournisseurs de produits, donc les marques, etc. Donc les produits que tu vas mettre sur ton site, la disponibilité. Et là, tu as la partie, donc non seulement trouver les produits, écrire les descriptions, les mettre en ligne, travailler sur la partie photo si tu n'as pas la matière. Quand tu as des grandes marques, c'est pas un gros problème parce que tu prends les photos des marques et tu les colles. Par contre, si tu travailles par exemple avec des restaurants, il faut aller prendre des photos. Si tu as travaillé, par exemple, là, on a fait une expérience avec des artisans, les mecs, on ne peut pas utiliser leurs photos. Des fois, ils sont prêts avec des appareils photo, avec des téléphones et tout, madame Nawalo. Donc, ça, c'est super important. Et tu as le quatrième pilier qui est la partie marketing, où justement, là, la dernière partie, c'était entre les deux. La partie photo, la partie description, la partie publicité, la partie réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est la partie marketing qu'il faut maîtriser parce qu'il faut générer du trafic. Si tu n'as pas de trafic sur ton site, tu ne vends rien. Donc, il faut communiquer pour que les gens sachent que tu existes et pour qu'ils viennent sur ta plateforme, qu'ils l'utilisent et qu'ils commandent. Donc, tu as ceux qui te connaissent, ceux qui viennent visiter, ceux qui commandent et ceux qui reviennent. Donc, ça, c'est le funnel marketing, donc awareness, consideration, customer, et ensuite tu as donc Les ambassadeurs, ambassadeurs de la marque, etc. Donc, ça, c'est les 4 piliers principaux. Il faut pouvoir maîtriser ces 4-là pour réussir. C'est le minimum, c'est la barre minimum d'entrée pour l'e-commerce. Je voulais juste, par rapport à l'aspect logistique, reprendre technique. Excusez-moi si je prends trop la parole. Et quand on lance un site de e-commerce ou tout business, il faut bien budgétiser. Ouais. C'est-à-dire, quand on lance, il ne faut pas faire de sous-estimation de budget. Maximisez votre budget que minimisez-le. Hello. Donc, si vous lancez dans l'e-commerce, budgétisez tout, prévoyez, prenez en considération les retours, tout ça, il faut prendre en considération plusieurs aspects. Pardon, donc il y avait un monsieur qui voulait poser une question. Je voulais juste faire un retour par rapport à votre question, monsieur. Oui. Le choix de faire une plateforme from scratch, moi, comme j'ai testé e-commerce, j'ai testé PrestaShop aussi, une application aussi, j'ai testé. Le problème qui se pose quand on crée une application from scratch, par exemple, il y a un nouveau téléphone qui arrive, un Galaxy S10 ou S9, vous avez un nouveau format d'affichage et là, vous devez adapter. Si vous utilisez PrestaShop ou quoi que ce soit, une autre application, c'est eux qui sont en charge pour l'adaptation.
Mais quand on crée nous-mêmes, Non, mais même là, il peut y avoir des problèmes. Je veux dire. non, il peut y avoir, mais si on crée nous une application from scratch, Ah oui, mais on a toujours ce problème. Effectivement. Et là, on va plus se concentrer sur notre business, mais on va se concentrer sur le développement de l'application. On va devenir plus développeur qu'autre chose. Pour Effectivement. ça, c'est toujours mieux de choisir une solution externe pour pouvoir être spécialisé. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de meilleure solution par rapport à une autre. En fait, dépendant de votre situation, Voilà. vous pouvez être plus dans cette catégorie, dans celle-là, ou dans le développement from scratch, ou bien sur Shopify. Des ressources, si tu as son développeur C'est ça. Voilà. Donc, si vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir développer en interne, il n'y a pas mieux que quelque chose qui soit sur mesure pour vous. Parce que, par exemple, sur Batolis, 3 ans, ces 3 ans de développement, ils sont à la V3 du site. Et ce n'est pas des changements, on a fait une petite couleur, on a déplacé un petit truc. Non, c'est des changements majeurs. Et on ne peut pas s'amuser à mettre à jour le CMS directement parce que ça peut créer des problèmes avec tous les plugins qui sont installés sur le site, que ce soit des plugins achetés ou des plugins développés en interne. Il y a des problèmes de compatibilité, il y a énormément de trucs qui peuvent tomber. Donc il n'y a pas vraiment une solution miracle. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien définir votre besoin. Voilà de quoi on a besoin et les besoins vont évoluer avec le temps. Donc définir votre besoin et ensuite à partir de là choisir quel est le meilleur moyen de répondre à ce besoin. Il y a, pour vous, peut-être que ça ne répondait pas vraiment à votre besoin, donc le CMS était ce qui répondait le plus. J'en ai connu d'autres où Shopify il répondait à 300% à ce qu'il demandait. En Algérie, je sais que Shopify, c'est juste impossible à utiliser. Rien que pour les moyens de paiement et tout, les frais augmentent très vite. On se retrouve à payer $100 par mois minimum pour avoir le multilangue, le paiement à la livraison, à la carte, etc. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment bien étudier son problème pour avoir une réponse. Mais effectivement, il n'y a pas une méthode miracle. Il y a pas, c'est ça qu'il faut choisir, c'est bon, allez-y, tout le reste va mourir. Donc, ça, c'est sûr. Donc, pardon, il y avait une question derrière? Oui. J'aimerais aborder, on va dire, si c'est par rapport au commerce, c'est le dropshipping. Quelle est votre politique par rapport au dropshipping? Est-ce qu'on pourra utiliser, est-ce que je peux me lancer dans le dropshipping en me basant sur votre site, Batolis? Moi, je sais que les paramètres, ça ne répond pas vraiment. Mais alors, vas-y. Bon, pour le dropshipping, on parlait de Shopify, etc. Shopify, il a une solution pour ceux qui veulent faire du dropshipping à l'international. Il y a des solutions, il y a Shopify, après il y a Oberlo, que tu connectes à Shopify et que tu te lances. Après, par exemple, sur PrestaShop, tu peux faire du dropshipping, c'est pas un souci. Le plus important, c'est quoi le concept du dropshipping? Ça veut dire que tu es là, tu es un intermédiaire entre un fournisseur qui se trouve, par exemple, en Chine, principalement. Très probablement. Très probablement en Chine. Principalement, on va dire en Asie. Comme ça, il y a plusieurs pays en Asie. Et tu veux acheminer quelque chose aux États-Unis et toi tu te trouves en Algérie. Tu peux utiliser n'importe quelle plateforme, mais l'important c'est que tu réussis à avoir ton fournisseur qui est en Chine, qui soit fiable et qui puisse t'envoyer et que tu sois sûr qu'il envoie le colis aux États-Unis. Et toi, entre-temps, tu vas recevoir la différence qui est ta commission. J'ai du mal à poser la question. Je ne parle pas du dropshipping à l'international. Tu veux dropshipping pour l'Algérie? À l'international, il n'est pas envisageable parce que tu ne peux pas recevoir là chez nous, là, même une fois, deux fois, tu vas avoir des problèmes par rapport au livrement. Mais pardon, pour cadrer un peu la question. Tu veux parler de commander des trucs dropshipping vers l'Algérie? À travers Batolis? Non. Fausse bonne idée. Par rapport à ça. Disons que je suis un acteur majeur, trop compliqué. Je suis un influenceur. Est-ce que, voilà, si je serais un influenceur, par exemple, make-up beauté ou là, je cite un exemple, malgré que vous essayez de faire de la publicité, là, tu ne vas jamais concurrer avec les tutos beauté ou là, parce qu'il se fait même dans le lien, alors aucun les cheveux. Voilà. Est-ce que ce serait le problème du dropshipping vers l'Algérie, c'est la douane. Mais ses ressources à lui, aujourd'hui, Batolis par exemple, Home Delivery, donc Binzouj, ils sont en train de travailler avec des produits disponibles en Algérie. Parce que tu passes pas, tu n'as plus la problématique, tu as la frontière, l'import, etc.
La barrière, tu as l'import et tout, c'est pas impossible de le faire. C'est juste que tu passes d'un délai de livraison de 24 heures sur Alger à un délai de 3-4 mois. انت وزهرك ولا لحقت. Je te donne un exemple. C'est ça. Un exemple. C'est pour faire simple. أنايا tuto beauté. D'accord. هو يبيع مكياج. السيت تاعو باتوني. Oui, oui. أنا جو crée un autre site. Oui. نسميه Ah oui. mon visage. Ok. هكذا. Oui. ومن بعد أنا الناس كي كومونديو من عندي أنا جو التحفظ كوموند تاعو. من عند باطوليس ونبعثها من عند الناس. Ça, Bien sûr que ça, c'est bien possible. sûr. Mais C'est quelle est possible. votre politique par rapport à votre Ah, pour l'affiliation. Donc, C'est tu ça ramasses- la question. Bon, Douka, bon, en fait, on crée un nouvel intermédiaire. Tandis que, bon, Anna, je dirais que j'ai pas eu de proposition comme ça, c'est-à-dire concrète par rapport à ce genre de choses, mais c'est des choses qui sont envisageables. Il faut pas se fixer de limites. Maintenant, s'il y a un influenceur qui arrive, te dit, ouais, moi je veux créer mon site, mais en finalité, les produits, c'est toi qui assures la logistique. On va juste créer le site, on va mettre en place, et toi, tu es là, l'acteur, tu t'assures de l'approvisionnement, de la vente. Moi, je te ramène que du flux. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce Je que peux gérer cette plateforme. Je peux gérer 10 000 plateformes. C'est pas un souci. Mais la question de dropshipping, moi, j'ai me demander. Mais ça, c'est pas du. Par Mais contre, après, après, ce que tu es en train de dire là tout de suite, c'est pas du dropshipping par contre. Ça, c'est ce qu'on appelle un programme d'affiliation. Exactement. C'est-à-dire que, avec, par exemple, Amazon, ils ont un programme d'affiliation très très connu à l'international. Donc, toi, en tant que personne, tu peux aller chez Amazon, t'enregistrer comme affilié, et tu prends des produits Amazon que tu vas vendre de chez toi. Que tu sois un influenceur, ou là, un site, ou là, tu veux faire ça en clickbait, tu fais comme tu veux. Mais à chaque fois qu'un produit est vendu de chez Amazon avec le lien que tu as en tant qu'affilié, tu reçois un pourcentage. Donc, l'influenceur qui va faire ça, c'est le même principe. L'influenceur va dire voilà le produit make-up, etc. Que j'ai, voilà, cliquez sur le lien. Ça fait genre, ça lui fait voir un genre de merch, donc qu'il vend sur sa chaîne YouTube, son compte Instagram ou autre. Et par contre, qui c'est qui s'occupe de cette partie? C'est Batolis. C'est bien ça le truc. Non, mais أنا نحب باطوليس. ما يبانش باطوليس، ما Mais pas Batolis. Moi, il s'occupe de la partie logistique. Tu automatises ça, tu scrapes son site, tu as les produits تاعو. Qui commande, tu commandes من عنده ويبيع لك زعما ب 4500 تبيعها ب 5000. Mais pour éviter que le colis ne parte avec le logo Batolis, pour éviter que les gens sachent ça, soit ce que tu fais, c'est que tu contactes Batolis, il te crée des liens spécifiques pour toi. À chaque fois qu'il y a une commande de ce type, c'est un colis qui va partir avec même ton logo à toi si tu veux. Voilà, exact. Les solutions sont envisageables. Oui. Vous avez songé à ça ou là? Bon, c'est envisageable, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se fixer de limite. Tout est possible. Très bien. Donc, Par exemple, pardon, je m'excuse, ça c'est juste pour... il y a ce qu'on appelle les fulfillment centers. Des fois, à l'étranger, on retrouve un fulfillment center qui regroupe plusieurs e-commerçants. Tu peux avoir plusieurs e-commerçants qui sont dans un seul fulfillment center. Donc il y a une entreprise derrière qui s'occupe de tout ça, il t'emballe, etc. Et toi, tu t'occupes de l'autre aspect, tu ramènes des clients sur ta plateforme, etc. Et tes produits sont stockés dans le fulfillment center. Et toi, tu n'interviens pas du tout dans tout ce qui est aspect logistique. Tu enlèves le cassement de tête, il y a le fulfillment center qui s'en occupe, et toi, tu es là, tu t'occupes de ramener des clients, de les faire passer la commande, du service client, etc. etc. Voilà. donc oui. Ma question, c'est par rapport au marché algérien et l'intelligence artificielle. Quand on dit intelligence artificielle, c'est plus les outils qui sont présents en ce moment, de tout ce qui est support à la clientèle, que ce soit téléphonique ou par messagerie. Quelle est votre impression par rapport au marché? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que c'est envisageable que quelqu'un, un fournisseur, puisse fournir ce genre de service pour le marché algérien? C'est pas impossible. Alors pour la partie intelligence artificielle, on aura plusieurs volets. Donc le volet dont vous parlez, ça va être un peu les chatbots, ça va être du service après-vente ou bien juste de la partie commerciale pour répondre à des questions fréquentes qui vont tomber sur soit les différents réseaux sociaux ou bien sur le site du client. Réponse automatique et tout ça. Voilà, ça aujourd'hui pour ce type de demande, il n'y en a pas encore des masses en Algérie, mais vraiment genre très très peu. Et ce peu de demandes peuvent être répondues avec des solutions qui sont gratuites sur Internet. Nous, sur notre site, à nous, Gen 42, donc on a notre chat où il y a un chatbot. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur le site, automatiquement, il y a un chatbot qui commence la discussion, avec même un temps de pause avant de répondre, etc. Il prend automatiquement déjà les coordonnées de la personne qui est en train de parler. Et ensuite, il leur dit, voilà, on va vous contacter d'ici, blabla, à la fin de la conversation. Donc, et on peut programmer ces chatbots pour tout et n'importe quoi. Du moment qu'on sait quelles sont les questions fréquentes et tout,
On met ça juste rapidement. Sur Facebook, pareil. Facebook lui-même, sans aucun plugin, permet de justement mettre en place ce genre de choses. Sur Instagram, Macache, sur Twitter, Macache. Mais bon, il y a. Intégrer ta Facebook sur ton site. Ouais, exactement. Vous pouvez faire ça. Ouais, Exactement. Donc, et il y a plein de solutions gratuites qu'on peut télécharger et mettre en place. Il suffit d'avoir même pas un développeur confirmé, un développeur qui sait faire du code sur la base, le gars il peut te faire ça très facilement. Donc pour ce genre de demandes qui sont assez élevées, aujourd'hui on reçoit plein d'offres. Personnellement j'ai reçu plein d'offres de Tunisie. Il y a des boîtes spécialisées dans justement les chatbots qui sont en train de marceler. Chaque mois je reçois 3-4 messages justement pour proposer à mes clients de leur fournir ça. Mes clients n'ont pas ce genre de demande. Quand on fait du community management, on répond justement aux gens sur internet. Les questions les plus fréquentes, par contre, la façon dont viennent ces questions, c'est perturbant. Donc, tu peux les avoir en français, en anglais, l'arbéa, l'arbélia, écrit dans des langages différents, à l'algérienne, voilà. Allez, va programmer un chatbot pour ça. C'est pour ça que tu as l'intelligence artificielle qui intervient là-dedans pour détecter quel type de gens. Effectivement, mais est-ce que tu es prêt à investir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis prêt, est-ce que je suis prêt à moi? Je prends un client on prend Ooredoo, première page d'Algérie, des millions de messages par jour. Donc Ooredoo, 5 millions de dinars, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Combien ça leur coûterait de mettre en place un truc comme ça? C'est une question, je pense. C'est une question, oui. En dollars, ça peut aller de 30 000 jusqu'à 100 000 dollars. Par? Pour tout le système. Pour tout le système. Ensuite, il y a de la maintenance, il y a des trucs, il y a des frais ensuite qui... Bien sûr. Voilà. Donc, Si on prend 40 000 dollars, 40 000 dollars, dinars, 40 000, 400 000, 4 millions de dinars, 4 millions de dinars, milliard. Un bon milliard. Un bon milliard, un milliard, donc ça nous fait quoi? 10 millions de dinars. 10 millions de dinars, je te recrute 10 personnes. Ça me coûte moins cher. Donc aujourd'hui chez Ooredoo, je sais normalement qu'ils ont quelque chose comme 6-7 community managers sur la page. 6-7 community managers sur la page, ça coûte moins cher que cette solution et c'est humain. Et la réponse sera personnalisée. Pas besoin d'intelligence artificielle. Exactement. Donc tu vois la problématique où elle est. C'est ça. Ah non, mais pourquoi tu me sais pas? Je parle de ce cas précis. Non mais je parle de ce... Dans ce cas précis, c'est pas rentable de faire le pas et d'aller vers ça. Par contre, il y a d'autres domaines aujourd'hui. Il y a un jeune... Voilà. Il y a un jeune homme ici qui travaille justement sur la partie Big Data. Ils sont en train de faire la collecte de données pour justement commencer à construire les données sur lesquelles ils vont lancer du machine learning ou du deep learning, donc dépendant de ce que vous allez faire. Donc, oui. Pour aborder ce même sujet, on a fait de l'analyse de sentiment sur les commentaires. On a testé avec la... On est en train de travailler sur ça en interne chez nous. Donc on est en train de développer une plateforme pour département marketing ou pour marketeur ou pour agence digitale. Donc il y a une partie justement où on a commencé, mais la partie messagerie, elle est en train d'être développée, mais sur la partie data pure, donc analytics ou bien ads, on a les données depuis aujourd'hui 5 ans qu'on travaille, on a commencé à analyser, on essaie de reproduire par exemple le quality score et Facebook qui s'appelle le indice de publicité, c'est bon. En anglais, mais non. Quality score, c'est à Google. Facebook, c'est le... Non, c'est... Attends. Pertinence, en anglais. Moi, indice de pertinence. Bref, le score ADAC qui fait que plus il est haut, moins ça nous coûte cher par action. Mais en anglais, pertinence, c'est... Relevance. Relevance score. C'est le relevance score. Donc on essaie de re-engineering le score. Donc on donne les données au truc, en machine learning. On a appliqué des algorithmes dessus et on essaie de ressortir. Le problème, c'est que 50% des campagnes qu'on a lancées ne sont même pas exploitables. Les campagnes à 10 $, 100 $, parce qu'il n'y a pas assez de données pour pouvoir exploiter quoi que ce soit. Donc, par contre, sur les grosses campagnes qu'on a, oui, on a réussi à ressortir le score. Donc maintenant, on est en train de revoir, pour le tweak et chouïa, pour vraiment améliorer le tout. L'algorithme prend plus en considération ce type de données que ce type de données, etc. On lui rajoute encore des paramètres qui peuvent influencer de notre utilisation qu'on a remarqué. Donc ça, on est en train de le faire et ça donne des résultats, avec le peu de moyens qu'on a. On n'a même pas besoin d'avoir des data centers ou une petite machine, pendant ce matin, c'est bon, c'est réglé. Sur la partie justement... par contre, analyse de sentiment, là oui, il va falloir
ça demande beaucoup de ressources humaines parce que ce n'est pas de la donnée structurée. C'est les humains qui remontent chaque commande. C'est ça, parce que comme ce n'est pas de la donnée structurée, il faut que quelqu'un apprenne à la machine manuellement. Donc tu as besoin de community manager, ils sont en train de répondre et à chaque réponse ils disent positif, négatif, neutre, positif, négatif, neutre. Là, on a mis en place justement le système, c'est ça, et en plus ils rajoutent des tags. Donc par exemple, si on prend un client qui est dans la téléphonie, il va dire ça c'est question technique, question SAV, question KDA, c'est une campagne KDA. Et du coup, plus ça avance, mais ça, par contre, ça demande beaucoup de temps. Il faut avoir des pages énormes avec beaucoup d'interactions pour pouvoir avoir des données qui soient au moins exploitables au bout de 6 mois. Donc, et ça prend du temps. Ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est aller scraper sur d'autres pages, qui justement, on peut aller sur des pages qui sont la page d'Auredum, dans scraper. Je tire les trucs et tu as quelqu'un qui est là, positif, négatif, mais effectivement, c'est pas impossible. C'est quelque chose qui se fait. Ça demande des ressources. Oui. L'autre question, c'est par rapport au service. Oui. Quand on a une connaissance profonde de la marché algérien, mais en fait, bien sûr, oui. De mon impression, c'est que le service, se faire payer pour un service, c'est pas perçu positivement que se faire payer pour un produit. À l'étranger, ton heure, tu la factures, donc c'est quoi votre impression par rapport à vous allez voir un client, vous proposez un service et il paie la facture. Alors, personnellement, ma boîte, elle fait que du service. Karim, ici présent, sa boîte, elle fait que du service. Nta, tu fais que du service, du développement. Donc, effectivement, c'est pas aussi facile de faire comprendre aux clients que voilà, ce micro coûte 10 millions de dinars. Ok, sinon, il faut le clair. Pour le service, il faut vraiment faire comprendre et montrer la valeur ajoutée, etc., etc. Le truc, c'est que ma philosophie personnellement, c'est que j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Il y en a qui savent déjà ce que c'est à ceux-là que je m'adresse. Et avec les exemples qu'on va créer avec ceux qui savent ce que c'est, ça va faire effet boule de neige. Donc, par exemple, Ntaya, Mahdi Tani, vous êtes dans le service pur. Le son et la vidéo. La vidéo, ça va. Ils comprennent un peu le principe. Voilà. Le son, c'est le dernier truc auquel les mecs ils vont penser. Donc, va expliquer à un client que tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse sur le son pour avoir un produit de qualité à la fin qui ne soit pas pourri quand on va l'écouter. Notre problème, à nous-mêmes, on a lancé des vidéos en tant qu'amateurs, donc on a acheté un appareil photo, un micro, et derrière, sur 12 vidéos qu'on a fait, on avait un son pourri. Jusqu'à ce que, les gens, c'est beau les choses, et j'ai rencontré le gars et effectivement, aujourd'hui, on est en train de travailler, il nous a donné beaucoup de conseils, on sait maintenant qu'est-ce qu'on va acheter, comment on va faire. Mais tant que la personne n'a pas ressenti le besoin de ce service, que ça n'a pas encore touché son business à 100%, il ne va pas comprendre le besoin. Les premiers temps, j'essayais d'expliquer aux gens pourquoi il était important d'aller sur Facebook et d'avoir un site web. Je effectivement, le mec, il a raison. Pourquoi tu vas dépenser de l'argent quand tu n'arrives même pas à gérer les demandes que tu as? C'est ça. Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui. Le service, pourquoi ça n'avance pas? C'est parce qu'il y a tellement rien dans ce pays, en termes de services et en termes de concurrence entre différents produits, que tu mets un truc, tu n'as pas besoin de casser la tête. Mais plus ça va avancer, plus il y a de la concurrence, plus il y a de gens qui vont être innovants dans le truc, plus la demande des consommateurs devient de plus en plus élevée et de plus en plus complexe, plus on va avoir besoin de services et plus ça va se développer. C'est ça. Si c'est un outil, autant penser produit et non service. C'est ça. Un produit qui se vend à des milliers de personnes. Et pas qu'en Algérie. Pour 10 milliards. Ouais. Il ne faut pas viser que le marché algérien. Le meilleur exemple que j'ai là-dedans, c'est Célita. Ils ont commencé petit, tranquillement. Là, le service chez eux, il se fait payer. On recrute des gens de partout pour des services de consulting, des services de stratégie. Oui, encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas. 5 ans derrière, il y a 5 ans, sur 100 personnes que je rencontrais, il y en avait 2 qui étaient convaincus par le digital. Aujourd'hui, sur 100 personnes, je vais avoir 50 personnes qui sont convaincues par le digital. J'exagère un peu, mais voilà. Mais la tendance, il y a une progression de 1000% chaque année. Ça va vite. C'est juste qu'on a beaucoup de retard et donc il y a encore du chemin à faire. Et ça, c'est le digital. C'est un truc que les gens comprennent. Facebook. Tout le monde est dessus.
Le truc d'entrée, c'est Facebook. Maintenant, on va aller sur du développement de site web. Là, c'est un peu plus compliqué. Tu vas aller sur ensuite de l'année sur le SEO. Ça fait 5 ans, cette année, c'est la première fois que j'ai des clients en SEO. Peut-être il faut apparaître sur Google, c'est important. Donc, ça avance. Au fur et à mesure, les gens vont commencer à découvrir des besoins, etc., dépendant de là où ils sont. C'est Vital, c'est un groupe énorme qui existe depuis très très longtemps. Ils ont eu le temps de découvrir où sont leurs besoins. Ils se sont cassés les dents sur plusieurs trucs. Là, ils se disent, OK, il faut se faire accompagner par des pros. C'est ça. Oui. C'est pour relier le data center on peut traquer les gens. Est-ce que donc, les données sont sauvegardées, pour ne pas dire... Tu peux pas. Mais vous devriez, non? Non. Il aura des problèmes. Si on était en Chine et qu'on était le gouvernement, on pourrait le faire. Avec moi je te le dis pas, mais voilà, mais ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Il te faut vraiment des accords. Je dis pas de les vendre là, mais ne serait-ce que les utiliser pour améliorer les ventes, pour améliorer... C'est pas ce type de données dont tu as besoin. Tu peux les analyser, ça te dira à l'instant. Chef, n'importe un exemple, tu vas comprendre facilement. Par exemple, nous sur notre site web, on récolte 2 types de données. Les gens qui viennent remplir le formulaire de leur plein gré, ils me donnent l'accord d'enregistrer leur email, leur numéro de téléphone, leur nom, leur prénom. Ça, c'est une donnée qui m'appartient. Par contre, je n'ai pas le droit de la vendre, je n'ai pas le droit de plein de trucs. Donc, à l'international, il y a le GDPR, donc, qui est la loi qui interdit, qui protège les données privées des gens. Ça, c'est un type de données. Tu as l'autre type de données, c'est les métadonnées. Donc ça, c'est ce que te donne Google Analytics ou Facebook Analytics. Il te dit qu'il y a eu 30 000 personnes sur ton site aujourd'hui, dont 25% avaient entre 18 et 25 ans, c'était des femmes et c'était des hommes, etc. Donc ça, c'est des données, tu ne sais pas qui c'est, mais ça t'aide à prendre des décisions. Il faut savoir quoi chercher et comment analyser les choses. Donc par exemple, Mouma, ils ont les données de qui utilise leur application, à quel fréquence. Quand je dis qui, c'est combien de personnes utilisent leur application, à quelle fréquence, quelles heures de la journée. Tu vois, ça c'est important pour pouvoir mieux dispatcher, par exemple. Exactement, pour mieux dispatcher. On a même un système, tellement on peut aller dans le détail du détail, que ce soit chez un client ou là, peut-être ça va faire peur un peu aussi. Alors, je pourrais même savoir l'autonomie de la batterie du client. Donc, voilà. Tu sais sur quel téléphone il était, tu sais quel OS il a. Exactement, sur quel Android. Si par exemple, des fois, un client, j'arrive pas à télécharger l'application. Je dis, ok, je l'ai téléchargé, mais j'arrive pas à passer commande des fois, carrément. Je dis, ok, je rentre, je vois ses coordonnées, tout ça. Moi, je connais, il m'a dit, votre numéro de téléphone, monsieur, et tout ça. Moi, je sais c'est quoi son numéro de téléphone, sa boîte mail. Donc, je rentre, je vois déjà toutes ses coordonnées, sa boîte mail, je vois sa batterie, tout ça. Et je vois la version de l'Android. Et là, l'API, elle bug encore un peu. Les développeurs terminaux, comme je dit tout à l'heure, c'est l'entreprise Mzia qui gère, est-ce qu'elle développe l'application vers API. Mais, s'il est surpris. Je sais que ça bug un peu sur Pi, donc monsieur, voilà, sur Pi, bug un peu, passez sur notre téléphone, ou Oreo, la de l'herbe Pi. Oui, c'est Oreo. Oreo, voilà. Donc, chaque fois que monsieur recharger votre batterie, vous êtes à 2%. Mais voilà. Voilà, ça fait peur. Mais dans ce genre de cas, c'est des clients à vous, donc ils vont déjà se donner. À part en relation, bien sûr, parce que quand il s'inscrit, exactement, quand même de la confidentialité, je accepter. Mais on a mis des trucs où on peut tout savoir, ça, mais on ne va pas le faire. Mais ça, c'est des trucs par défaut. Par exemple, il y a des trucs que Android va te restreindre. Il y a des trucs iOS qui te restreignent encore plus. Oui, surtout iOS. Donc, Hadouma, c'est des trucs qui sont déjà bloqués de la part des fournisseurs. Maintenant, un truc que Google te permet d'accéder, tu as le droit. Parce que le gars, il a un Android, il a déjà dit OK à Google pour tout ce qu'il va donner. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de toi redemander derrière. Par contre, c'est en tant que propriétaire du truc, ta mission, c'est de protéger les données des clients parce que ça peut se retourner contre toi. S'il commence à avoir des problèmes, si les gens savent, tu peux les traquer, les mecs ils vont flipper, plus personne va installer ton application. C'est très simple. Voilà. Mais en termes de loi, tu as le droit de faire ça. Fdzer, justement, non, il y a une loi de protection des données maintenant. Ça s'applique. Mais il y a une version du GDPR qui a été adaptée pour l'Algérie. Et c'est passé. Non, le jour où c'était un mois du lancement du GDPR en plus. Donc il y a une vraie loi de protection des données électroniques en Algérie. Ah, par contre, le détail, tu as le truc, mais lancera après la loi de l'e-commerce. C'est venu après.
Et donc, par exemple, aujourd'hui, il est interdit de vendre des bases de données qui m'ont de le. Tu peux plus aussi envoyer des emails à des gens qui sont pas opt-in. Tout ça, c'est passé. C'est la loi de la PTT. Oh, c'est ok, salut. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'e-commerce? Qui c'est ici qui voudrait se lancer dans l'e-commerce? Hein? Sérieusement, gars, j'avais abandonné. J'ai une question. Oui. Les retours. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas pensé à utiliser des outils de scoring? T'as les interactions, t'as si une personne se connecte, fait plusieurs pages, etc. Comment donc vous augmentez son score. Ou là, le BC, le score à 60%. Je le livre ou mais quand je te demande le score à 5%, un truc comme ça, pour savoir déjà le profil de la personne de manière mathématique. C'est pas au feeling, parce que là tu t'occupes de cet aspect-là. Tu es l'un des fondateurs, etc. Mais si tu as des employés, il ne pourra pas forcément cerner le profil. En fait, comme toute entreprise, il faut se dire, au fur et à mesure que tu avances, tu crées des procédures. Tu vas faire des procédures, tu vas faire une procédure pour ton service client. Comment ils vont faire, comment ils vont valider leur commande. Maintenant, c'est-à-dire, ce que tu racontes par rapport au score, c'est-à-dire, c'est assez compliqué à faire parce qu'on est encore en train d'apprendre et encore en train d'éduquer le marché pour le e-commerce. Donc je pense que c'est assez prématuré de faire ce type de scoring. Nous, ce qu'on a fait, on a mis en place un système de blacklist. Donc si une personne, par exemple, a fait une commande et eu un retour, j'ai directement l'information, je peux la tracer, je sais que cette personne est blacklistée. Et donc le comportement du service client, il sera différent avec cet utilisateur ou là avec ce client. Voilà. Mais c'est-à-dire maintenant dire que les personnes, pardon, je m'excuse. Si la personne elle a consulté 10 pages et après elle a fait sa commande et elle a fait ce chemin-là, est-ce que je pourrais dupliquer ça avec d'autres personnes et leur donner un meilleur score? Je pense que c'est assez prématuré. Il y avait à un certain moment quand on s'était lancé dans le e-commerce et surtout dans l'aspect ads qui vous concerne. Donc au début on se disait allez on va cibler, on va faire du ciblage, on va cibler bien, etc. Après hop, tu as des problèmes, des faux profils, tu as plein de soucis en Algérie. Les femmes c'est des hommes, les hommes c'est des femmes, tu comprends plus rien. Voilà. Et c'est des pseudos, c'est vrai ou pas? Je pense que j'ai pas tort, etc. Et quand tu commences à cibler, hop, tu vois il y a une réduction de commandes. Ah non, il y a un problème. Donc même le ciblage, il y a un souci dans le ciblage. Ça restreint. Voilà, ça restreint et parce que tellement c'est flou en Algérie. C'est vrai que c'est flou. Ce que je veux dire, une personne se connecte sur ton site www.batolist ou sur la première page homepage de le produit acheté. C'est pas un comportement normal ça. Oui. 3 interactions achat. Tu peux te dire que la personne... Sauf si c'est un lien direct. C'est en direct avec voilà. le C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut aussi. La page d'accueil. Parce que toutes les boîtes utilisent du scoring. Pas pour ce type de besoin, mais pour d'autres besoins. Donc si une personne se connecte régulièrement, etc., tu peux te dire potentiellement il y a moins de chances que Benadem a un score à 90%. Il y a qu'une personne elle a 1%. C'est ça. Et même les actions, une action l'état elle a 1 point, une action l'état elle a 5 points, etc. etc. Pour juste rebondir rapidement sur ça, parce que je pense qu'on va bientôt clôturer. Ah non, c'est bon, c'est la fin, parce qu'on voilà. a dépassé 21h. Voilà, c'est juste pour... même si tu vas faire un système de score, l'être humain est tellement imprévisible, et tant qu'il n'a pas d'engagement financier, à n'importe quel moment, il peut te dire au revoir. Alors, on a eu des gens où ils ont fait des dizaines de commandes chez nous. À la 11e commande, il te carotte. C'est tout. C'est comme ça. C'est imprévisible. À la 11e commande, il a quelque chose, un événement, il a engagement financier, il arrive, on n'arrive pas à le livrer. Tu vois, tant qu'il n'y a pas d'engagement financier, il n'a pas payé à l'avance, il y aura toujours le risque du retour. Et sur ces mots très encourageants. Non, c'est encourageant, mais... Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à tous d'être venus. C'était un grand plaisir. Merci pour tout.